Bienvenue sur le JT du journal de la cause animale, nouvelle édition sur Radio Armada. Nous aurons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Brigitte Gauthier, cofondatrice de L214. Bonjour. Et Amandine Sanvicens, cofondatrice de Paz. Salut. Salut. Alors, vous, comme d'habitude, vous aurez toute l'actualité sur la cause animale, l'antispécisme et le véganisme. Et on va commencer direct dans le vif du sujet avec une chronique de Marie James. C'est une chronique sur la ménagerie du Jardin des Plantes. Explique-nous ce que c'est une ménagerie. Alors, ménagerie, c'est l'ancêtre du zoo, on va dire, du zoo du parc zoologique. Donc, okay. La ménagerie du Jardin des Plantes, elle a été créée en 1794 en plein cœur de Paris, sur 5,5 hectares. Et donc, elle est classée monument historique. Waouh! Et donc, comme elle est classée monument historique, je crois qu'ils n'ont pas le droit de faire des transformations des cages. Donc, pour les animaux, c'est une atrocité, si je crois. C'est ça, c'est un peu ça. Donc il y a l'exiguïté des cages, la vétusté, etc. Et effectivement, comme c'est classé monument, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Donc en aucun cas, tu peux améliorer la condition de détention des animaux. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 1200 animaux sur la même superficie qu'au XVIIIe siècle, donc 20 fois plus. Et alors avec ça, ils ont le triste record de la plus forte densité d'animaux au mètre carré pour un zoo. Donc pour les animaux, c'est vraiment l'abomination, quoi. Voilà, c'est ça. Et à titre d'exemple, on peut parler de Nénette, qui est la vedette phare, la triste vedette du zoo. En fait, elle a été capturée à l'âge de 3 ans. Cette année, elle fête ses 52 ans, donc ça fait 49 ans qu'elle est enfermée dans ce zoo. Là, on voit un visuel sur ses 50 ans, mais ouais, voilà. 49 ans, ok. C'est ça. Et donc, pour essayer de récolter des fonds, ils ont mis en place un système de parrainage. Ok. Donc on peut donner des sous pour améliorer leurs conditions, entre guillemets, mais en fait, c'est qu'un leurre, puisque en fait, actuellement, il y a, les orang-outans, ils sont 5. Pour ne parler que d'eux. Il y a 4 loges intérieures et une extérieure, et donc ils ont un projet d'extension de leur enclos. Mais en fait, ça leur rendra jamais. En gros, ils reprennent le marketing qu'on utilise dans la cause animale, c'est-à-dire pour le sauvetage des animaux avec un parrainage comme la SPA ou comme les refuges. Mais là, pour un parrainage pour mieux enfermer les animaux, quoi. C'est ça, pour améliorer les conditions de détention, on va dire. Donc en fait, oui, ils jouent là-dessus. Leur communication, elle est totalement assumée. Sur leur site, on voit qu'un animal est un objet. Ils parlent vraiment de collection. On peut choisir quelle collection on veut aller voir. Ah ouais. On parle même de collection vivante. D'accord. Donc pour eux, c'est totalement assumé. Et donc, comme pour les autres zoos, en fait, ils jouent la carte de la préservation des espèces et de l'éducation. Mais bon, donc pour l'éducation, en fait, ils étudient les animaux uniquement dans leur milieu clos. Voilà, c'est ça. Donc, jamais en liberté. Et puis, pour la préservation des espèces, il faut savoir qu'il y a seulement 1/3 des espèces de la ménagerie qui sont en réalité en voie d'extinction. Ok. Et alors, si tout ça, ça nous révolte, qu'est-ce qu'on peut faire contre cette ménagerie du Jardin des Plantes à Paris? Alors, il y a l'association Paz Paris Animaux Zoopolis qui a pris le sujet en main et qui, en fait, demande la fermeture et la transformation de ce lieu en un espace éducatif et scientifique, mais sans animaux, forcément. Et donc, tous les mois, déjà, ils organisent des manifestations devant le jardin pour essayer de sensibiliser le public. Yes. Et donc, si on retient qu'une date, c'est celle de samedi prochain. Paz organise une grande marche avec d'autres associations comme L214, One Voice, il y aura aussi le parti animaliste, voilà, pour demander la fermeture de ce lieu. Et donc là, tout le monde peut venir. Ok. Et comme de par hasard, nous avons Amandine Sanvicens aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette campagne? Pourquoi cette campagne? Est-ce que c'est dans une stratégie globale contre les zoos? Oui, complètement. En fait, ça s'inscrit dans une stratégie de remise en question de l'emprisonnement des animaux à des fins de divertissement. Il faut savoir que la ménagerie, c'est un zoo public, donc qui est sous la compétence du ministère de l'écologie et de la recherche, financé par l'argent public. Et donc, c'est vraiment scandaleux. En fait, dans les mesures qu'avait annoncées la ministre Pompili, il n'y avait strictement rien sur la ménagerie, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment déplorable parce que les conditions de captivité sont vraiment choquantes. Et donc, on souhaite vraiment, à travers cette campagne, envoyer un signal et demander que sur la dernière génération derrière les barreaux, expliquer aussi qu'on n'a pas besoin de voir dans sa vie un orang-outan, une panthère des neiges en vrai, de près. On n'a pas raté sa vie si on n'a jamais vu des animaux exotiques. En finir en fait avec cette soif de l'exotisme, de les voir de près. Et aussi rappeler qu'on peut voir des animaux en liberté chez nous, à quelques stations de métro de Paris, dans les bois, etc. Et en fait, on ne veut pas se satisfaire de ces animaux et on préfère plutôt les chasser. Donc il y a comme ça un paradoxe. Et en effet, cette campagne s'inscrit dans une stratégie de remise en cause de tout le système d'emprisonnement des animaux.
Et donc, c'est une étape vraiment importante, la ménagerie, puisqu'il y a 1200 animaux, ce qui est vraiment énorme. Et donc, ce qu'on souhaite dès à présent, c'est l'interdiction de la reproduction à cet endroit, la ménagerie, et la fin des subventions pour amorcer une véritable transition. Et juste un exemple, donc, on a cité Nénette, en effet, qui est l'attraction star. On pourrait aussi parler de Tenga. Donc, Tenga, c'est un tapir. Donc, c'est un animal qui vit normalement en Asie. Et comme il vit dans la pénombre des forêts tropicales, il n'est pas du tout habitué à la forte luminosité qu'on a ici. Et donc, tous les jours, on lui met des collyres anti-UV dans les yeux pour l'adapter, pour le contraindre à vivre ici à Paris. Donc, voilà, c'est scandaleux. C'est considérer les animaux comme des jouets et, comme ça a été dit, comme des timbres qu'on collectionne. Ouais, c'est pour qu'ils soient à la lumière, pour que les clients puissent le voir. Et donc, c'est un zoo public, à la différence d'un zoo privé. Donc, déjà, par l'État, on pourrait y arriver à le faire fermer. Et en plus, c'est le plus vieux zoo de France. Ouais. Et donc, ça pourrait être un basculement si on arrivait à faire flancher sur ce lieu-là, qui est peut-être le plus tendancieux, faire amorcer quelque chose. Mais il y a un gros lobby des zoos quand même en France. Ouais, il y a un très fort lobby des zoos, avec notamment le zoo de Beauval. Je rappelle qu'en début de mandat, le zoo de Beauval a réussi avec Emmanuel Macron, de baisser la TVA des zoos à 5,5%. Donc, c'est la même TVA que des médicaments ou que des baguettes de pain. Donc, on voit la forte pression que les zoos peuvent avoir. Mais là, comme on est sur un zoo public, je pense qu'on peut arriver plus facilement à une avancée. Bon, rendez-vous tous. Le 12 juin à 13h, place Val-Hubert, à l'entrée du Jardin des Plantes. On sera là. Yes. Allez, on va passer à un truc un peu plus sympa avec Harry. Harry, fais-nous un peu de peps, un peu de bonne humeur dans cette vie difficile pour les animaux. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous ? Ouais, c'est vrai que pour la cause animale, on pense beaucoup à des petites victoires, parce que c'est vraiment, on sent que ça prend du temps en fait. Moi, je suis là pour vous apporter en fait quelques informations, notamment sur l'aspect économique, parce que dans le marché du véganisme, on a vraiment de plus en plus de petites victoires. C'est ça. D'un point de vue politique, c'est difficile d'avoir des victoires, mais d'un point de vue économique, on commence à voir qu'il se passe des choses. Oui, exactement. C'est une autre forme de pouvoir, en fait, le pouvoir économique. Et du coup, je voulais signaler, si vous ne l'avez pas encore vu, et l'amendement 171 qui a été déposé en fait, par les lobbies laitiers a été refusé par le Parlement européen et ses États membres. Et donc, du coup, en fait, cet amendement donnait beaucoup plus de restrictions pour promouvoir des produits alternatifs aux produits laitiers. Voilà, alors pour expliquer peut-être ce que disait cet amendement, c'était par exemple dans le packaging, en fait, ça donnait beaucoup plus de restrictions d'utiliser des packaging en carton par exemple, qui pouvaient s'apparenter à des packaging qu'on utilise pour des produits laitiers. Malheureusement, on ne peut pas encore utiliser les termes comme lait, yaourt ou fromage, mais par contre, voilà, les restrictions que proposait l'amendement sont retirées. Il y avait une autre restriction. Si je peux me permettre, c'était un amendement qui était absolument rocambolesque, parce qu'il prévoyait même que toute référence aux produits laitiers était interdite. Donc en fait, on n'aurait pas eu le droit de dire que les produits véganes étaient sans lactose. Enfin, c'est hallucinant, alors que c'est vrai. On n'aurait pas eu le droit de dire que les produits véganes étaient meilleurs pour l'environnement que les produits laitiers, alors que c'est vrai. Donc c'est absolument, c'était un boycott pur et simple. Même j'avais entendu dire que les mots crémeux... Ouais, crémeux, beurré, tout ça c'était en fait, on met des bâtons dans les roues pour justement promouvoir. Ce que je comprends pas, c'est que quand je vais au supermarché, il y a toujours des tomates cœur de bœuf. Ouais. Et moi en tant que vegan, ça me choque, je comprends pas, je sais plus. C'est vrai, tout est confus dans ce monde, c'est compliqué, ouais. Mais par contre, on ne tuera pas d'animaux pour des cœurs de bœuf. Ah. Brigitte, tu as un truc à nous dire sur cet amendement ? Vous vous êtes battu contre pour On s'est pas battu pour. On s'est effectivement battu contre. On savait qu'il y avait le trilogue qui devait se réunir, qui a d'ailleurs mis du temps avant d'arriver sur cet amendement 171. Et en fait, ça a été un ensemble d'associations européennes qui se sont mobilisées pour effectivement essayer de faire le balancier face à un amendement qui est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe dans ce package-là qui a été examiné. Et c'est chouette parce que... Alors, est-ce que vraiment on peut considérer que c'est une avancée de juste pas avoir eu de reculade ? Mais c'est vrai, c'est une des rares fois où on peut mettre en échec le lobby laitier. Et en ça, c'est vraiment une victoire, parce que ça, il y a quelques années, ça serait passé très facilement. Et là, non, ça a été bloqué. Et donc, en ça, c'est, je crois, un autre signe, en plus de tous ceux qu'on peut déjà voir, que le rapport de force
est peut-être en train enfin de changer. De basculer. Ouais, je peux peut-être dire un petit point aussi, c'est qu'il y a eu vraiment un rassemblement en fait de plusieurs ONG, plusieurs organismes. Il y a eu aussi 450 000 personnes qui ont signé une pétition. Donc mine de rien, les pétitions, ça aide aussi, ça peut être efficace. Toujours. Ouais. Les produits laitiers, nos faux amis pour la vie. Tu voulais que je passe à un autre point ? Allez, vas-y. Ouais. Une deuxième. J'en ai plusieurs en fait sous la main. Donc, ouais, le prince saoudien. Alors, excusez-moi si j'appelle mal son nom. C'est le prince Khaled bin Al-Walid, pardon. Il a fait son premier investissement, en fait, il a un fonds d'investissement, son premier investissement à Paris, et c'est pour une chaîne de restaurants vegan. Alors on est super content parce qu'on les connaît, c'est nos amis du groupe Fouraha. D'ailleurs Fouraha en swahili, ça veut dire la joie, le bonheur, ou toutes les valeurs qui sont positives en fait, c'est une langue d'Afrique de l'Est. Et donc voilà, donc le prince a décidé de... Si vous connaissez pas ces restaurants, allez-y dans Paris. Fouraha, c'est le top de l'éthique. Ils utilisent. Oh là là, qu'est-ce que je dis ? Ils emploient uniquement des personnes sourdes. Donc éthique humainement, ils essaient d'être dans une démarche zéro déchet. Je crois que c'est bio et en tout cas c'est vegan bien entendu. Ouais, exactement. Alors je précise que l'objectif c'est de proposer une protéine végétale à prix accessible et de devenir une des références en chaîne de fast-food vegan en France. Ah, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, merci. Oui. Alors, on va passer avec notre deuxième chronique. Hey, Corentin, tu avais une chronique sur comment agir dans son département. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bonsoir à tous mes amis, bonsoir Amandine, bonsoir Brigitte. Alors exactement, donc moi je voudrais vous parler des commissions départementales de chasse et de faune sauvage. Ok frérot, alors dis-moi, excuse-moi, j'étais avec Amandine. Explique-nous un peu plus qu'est-ce que c'est cette commission. Donc ce sont des commissions qui ont lieu dans tous les départements du territoire et donc ces commissions ont pour but de traiter donc des périodes, des pratiques et des modalités de la chasse, mais c'est aussi là que le sort des animaux dits nuisibles va se jouer. Ok, donc de qui est constituée ces commissions ? Parce que là, j'arrive pas trop à me rendre compte. Donc alors, il y a des associations de l'environnement, des scientifiques. On est vraiment très peu représentés par rapport au monde de la chasse, au monde agricole et à l'Office national des forêts. Donc en gros, c'est des chasseurs et des agriculteurs qui décident de qui ils vont buter. Ouais, c'est surtout la fédération de chasse, qui va récolter en fait beaucoup de soi-disant preuves en fait de différents dégâts sur des parcelles agricoles ou en tout cas sur des parcelles forestières. Et derrière, vont pouvoir se faire plaisir en nommant telle ou telle espèce nuisible ou susceptible d'occasionner des dégâts et donc chassable presque toute l'année. Alors, je sais que toi, tu as réussi à t'infiltrer dans ton département, dans ces commissions. Comment tu as fait et qu'est-ce que tu penses que les gens pourraient faire pour un peu jouer à la contrebalance ? Il faut se rapprocher de la Fédération France Nature Environnement et ou de la LPO qui sont très représentés en fait dans ces commissions. Ils ont bien compris qu'il fallait y assister pour avoir un regard en fait et voilà, et que ce monde soit un peu plus transparent qu'il l'est actuellement. Ok, mais est-ce qu'on ne serait pas là comme juste les petits écolos dans ces commissions et qu'en fait ça change rien ? Bah si, comme je te disais, honnêtement, on doit être... donc voilà, on est 2 associations qui représentent l'environnement, 2 scientifiques, et à côté de ça, on doit être une 40aine dans ces commissions. Donc autant te dire que c'est presque un rapport de 1 pour 8. Et donc c'est les préfectures qui décident de la décision des commissions, c'est ça ? Les commissions vont donner un rapport et le préfet va... Voilà, il va proposer différents arrêtés en fonction des preuves qui lui sont remontées par le monde de la chasse encore une fois. Et nous on vote à main levée, mais voilà, comme je te disais, étant donné que ce n'est pas paritaire, les choses sont biaisées d'avance. Et alors pour donner un petit coup de force un peu plus, est-ce qu'il ne faudrait pas aller voir nos préfets ou leur écrire ? Bah justement, ce serait très intéressant pour les personnes qui le souhaitent de se rapprocher donc de la préfecture de votre département, de contacter la DDT, la direction départementale des territoires, ainsi que votre préfet, et de lui demander que ces commissions soient ouvertes à plus d'associations de l'environnement, que le nombre soit paritaire et qu'on ait une plus grande transparence sur tout ce qui s'y passe. Ok. Amandine, je sais que vous, sur la région Île-de-France, vous avez réussi à faire déclasser des animaux qui étaient nuisibles. Explique... Ouais, alors c'est uniquement sur la ville de Paris qu'on a
S'il vous plaît. Une petite interférence. Oui, donc en fait, on a attaqué l'arrêté parisien, donc qui classe chaque année des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, donc ce qu'on appelle nuisibles. Donc on attaque depuis 2018 et donc on a eu une décision du tribunal administratif là il y a pas longtemps qui nous a donné complètement raison, c'est-à-dire qu'il y a 3 espèces qui jusqu'à présent étaient classées nuisibles, donc les lapins de Garenne, les sangliers et les pigeons ramiers. On n'a aucune preuve qu'il y a des sangliers à Paris, y compris dans les 2 bois, donc c'est totalement absurde. Et puis finalement, donc en effet, la commission a été incapable de nous apporter des preuves qu'il y a eu des dégâts occasionnés par les lapins ou par les pigeons ramiers, sachant que les lapins sont aussi menacés de disparition en France, alors qu'ils sont massivement chassés. Et donc ça a été cassé, mais la préfecture a repris un arrêté. Et cette fois-ci, donc c'est quand même une avancée. Elle a mis que les lapins. Donc c'est historique puisque chaque année il y a les 3 espèces. Et là, on va le re-attaquer pour enlever les lapins, sachant que la ville de Paris maintenant soutient nos demandes. Donc a écrit directement à la préfecture pour dire qu'il faut que les 3 espèces. Donc je pense qu'on va y arriver bientôt sur la ville de Paris. Ça nous montre qu'on peut avoir des victoires avec des procédures et non pas qu'avec des enquêtes. On vous en parlera dans une vidéo qu'on a tournée avec Amandine. Vous verrez plus tard. Ok, super. Tu voulais rajouter un truc, frérot ? Non, je voulais rajouter que voilà, il y a des choses très incongrues dans ces commissions, comme comme des fois des remontées de piégeage dans des zones où on n'a absolument pas la moindre remontée de dégâts. Donc ça prouve que voilà, il y a vraiment rien de cohérent là-dedans et qu'il faut faire bouger ça. Ils font ça, ils font leur petit plaisir. Ouais, exactement. Ils ont leur petit monde à eux, leur petite commission tranquille, et voilà, ils passent un peu tout ce qu'ils ont envie. Et voilà, du coup, moi j'ai une question. Quand il y a des remontées de dégâts, est-ce que c'est prouvé qu'il y a réellement eu des dégâts ou on ne sait pas si c'est réel ou pas ? Justement, dès qu'on cherche à creuser un peu plus, même étant, en tant que personne de ces commissions-là, en fait, on nous renvoie vers la fédération. Même le préfet et sa secrétaire nous renvoient vers la fédération de chasse, ce qui montre à quel point ils n'ont absolument pas la main dessus et ils n'ont pas du tout ce devoir de responsabilité ou de demander des choses qui soient plus transparentes. Ok, Harry, on a besoin de toi. Oui, c'est vrai. Refais-nous du plaisir parce que là, c'est pas facile pour les animaux. Non, mais il y a plein de choses qui se passent. Je prends l'exemple, là, j'ai vu cette semaine, Tyson, qui est le producteur, le 2e mondial après le Brésil. Il lance une marque en fait de produits véganes et donc de simili-carné en fait. Donc c'est des produits qui vont être des alternatives à la viande. Tyson, c'est genre le Charal ou le Bigard de France, quoi. Si on peut dire peut-être, Brigitte, tu peux nous dire. Le deuxième, je crois que c'est le premier, c'est Cargill. Et le deuxième, ça doit être Tyson Food. Et en France, c'est qui les premiers ? En France, eh bien sur la viande de boucherie, ce serait Charal, Bigard, Socopa Charal. D'accord. Et de l'autre côté, on a LDC. Voilà. Donc, Erta, ils sont pas dans... Ah ouais. LDC pour les poulets. LDC, oui, pour les oiseaux. Poulets, dinde, etc. Donc voilà. Et Erta, non, c'est des marques qui sont en produits transformés, mais Erta n'a pas d'abattoir, par exemple. Ouais. Okay. Mais ils ont des éleveurs sous contrat avec eux, dont on a pu montrer les images. Mais c'est pas eux l'abatteur. Une autre grosse nouvelle qu'on avait eue, c'était le groupe Avril qui s'est séparé de toute sa frange transformation, abattage. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu ? A priori, oui, c'est une direction qu'ils prennent. Le groupe Avril aimerait s'orienter plus vers les productions végétales. Donc effectivement, laisser tomber toute la branche animale qu'ils ont. Nestlé, c'est un petit peu pareil, il me semble. Ils se sont séparés de la branche charcuterie Erta, justement. Enfin, c'est en train de bouger. Alors, je pense qu'il n'y a pas encore de quoi crier victoire, mais tous ces signes montrent qu'il y a quand même un virage qui est en train de se prendre dans l'industrie. Alors effectivement, en France, au niveau politique, ça bouge pas. Mais c'est vrai qu'au niveau des entreprises, ça bouge un peu. Au niveau juridique, comme tu le disais, Amandine, ça bouge aussi un petit peu. On commence à avoir des décisions qui sont dans le bon sens. Mais voilà, c'est encore petit à petit. On devient moins petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais. Mais c'est vrai que si les industries changent, c'est aussi parce que la consommation change. Et petit à petit, les gens ont envie, peut-être pas de devenir vegan, mais de réduire la consommation de viande ou de produits animaux. Drake, est-ce que vous connaissez Drake ? Drake, tu connais le rappeur Drake ? Brigitte.
Le nom me dit quelque chose, mais c'est tout. C'est un rappeur canadien super connu en fait. Ouais. Donc une autre célébrité qui investit aussi dans du poulet. Du poulet, exactement. Bravo, exactement. Hey, ça s'appelle Daring Food en fait. C'est une marque de substituts surgelés, voilà, qui font du faux poulet en fait à base de plantes. Bon, voilà. Super. Alors on peut se souvenir que Leonardo DiCaprio aussi avait investi pas mal d'argent dans la marque Beyond Meat. Donc c'était du simili carné aussi, une sorte de faux viande hachée. Bill Gates aussi avec Impossible Food. Donc voilà, il y a énormément de gens qui ont de l'argent et qui investissent dans le véganisme. Super. Ta chronique tombe à pic parce que avec les avancées potentielles sur l'alimentation, on en a une qui est en cours, c'est sur la restauration collective. Alors Astrid, tu as tout un dossier sur cette question. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Tout à fait. Bonjour Amadeus, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais vous parler un peu de politique et de la restauration collective et de l'importance que ça a de se mobiliser en tant que citoyenne et citoyens et d'interpeller nos politiques. La restauration collective, en quoi c'est politique ? Eh bien parce que ce sont 3 milliards de repas qui sont servis tous les ans en France. Okay. Et sur ces 3 milliards de repas, la restauration collective publique, ça représente 85%, donc c'est à la louche 2,5 milliards. Donc avec 2,5 milliards de repas, je te laisse imaginer le nombre d'animaux qu'on pourrait épargner. Ouais. Et alors, moi, ce que j'avais entendu parler, c'est de cantine à une époque et maintenant de restauration collective. Est-ce que tu peux me faire la petite chronologie jusque-là ? Oui, c'est ça. Ce que disait Brigitte, c'est que voilà, niveau politique, on avance vraiment petit à petit, mais il y a quand même des avancées qui se passent malgré tout. Donc en fait, ça s'est joué en 2 actes. La première chose, ça a été la loi Egalim en 2018. Et donc ça, il s'est agi de l'introduction de repas végétariens dans les cantines des écoles. Donc ça, c'était simplement une fois par semaine et c'était dans toutes les écoles, de la maternelle jusqu'au lycée. Donc un menu ou une option ? Un menu ou une option au choix. D'accord. Et donc, pour la petite anecdote, cette loi, elle est passée avec une seule voix à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi il faut contacter nos députés, nos sénatrices, nos sénateurs. C'est très important. Ça peut jouer dans la balance. Oui. Et le deuxième acte du coup des menus végétariens dans les cantines et dans la restauration collective, ça a été la loi climat. Donc la loi climat, elle est issue de la Convention citoyenne pour le climat. Okay. C'était une assemblée de 150 citoyennes et citoyens qui n'étaient pas spécialement véganes, pas spécialement antispécistes. Leur job, en fait, c'était d'émettre des recommandations pour diminuer nos effets de gaz à effet de serre, nos gaz à effet de serre en France. C'était des citoyens tirés au sort, quoi. Voilà, c'est ça, tirés au sort. Et donc, parmi leurs recommandations, ils ont dit qu'il faudrait introduire dans toute la restauration collective publique une option végétarienne quotidienne et 2 menus végétariens par semaine. D'accord. Donc ça, c'était leur recommandation. Ça s'est débattu à l'Assemblée nationale. C'est même Brigitte qui m'avait conseillé de regarder les débats. C'était fou. Les discours, ils ont complètement évolué. Par rapport même à la loi Egalim, tu as dû voir des députés qui défendaient les repas végétariens et tout. C'était fou, non ? Eh ben, en 2018, il y avait d'ailleurs eu l'intervention de Barbara Pompili qui avait dit « Mais c'est quand même incroyable d'entendre en 2018 à l'Assemblée nationale des discours aussi rétrogrades, en fait. » Bon, elle l'a repris pour Julien de Normandie en disant que c'était un débat préhistorique encore de dire que c'était genre une obligation de manger de la viande si on voulait être en bonne santé. Voilà, le ridicule ne tue pas. Parfois, c'est un peu malheureux. Mais voilà, donc il y a encore cette légende-là qui court et qui est portée au plus haut niveau de l'État, alors que franchement, je pense que Julien de Normandie sait pertinemment qu'on peut se nourrir sans aucun produit d'origine animale aujourd'hui. Et donc entre Barbara Pompili qui en 2018 est un peu montée au créneau pour dire non mais attendez, qu'est-ce qu'on est en train de jouer là, et les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale là en 2021, effectivement il y a quand même on voit que les choses ont évolué. Maintenant, effectivement, c'est pas la révolution, puisque en 2018 c'était à titre expérimental. Et là, on attend vraiment la confirmation et on a vu que le Sénat a essayé de détricoter un peu. Voilà, c'est ça. Là, la prochaine étape, alors déjà, il faut savoir que toutes les recommandations de la Convention citoyenne ne sont pas passées. D'accord, qu'est-ce qui a été retenu donc ? Ce qui a été retenu, c'est l'option végétarienne quotidienne dans la restauration collective d'État. En fait, si tu veux, tu as plusieurs niveaux de responsabilité dans la restauration collective publique. Tu as l'État, la région, le département et la commune. D'accord. Et donc, en fait, l'État, ça va être tout ce qui est armée, crous, hôpitaux, prisons, entreprises d'État type SNCF. Et ensuite, par contre, les écoles ne sont pas concernées. D'accord. Donc, les écoles, pour les lycées, c'est de la responsabilité de la région. Pour les collèges, c'est les départements. Et pour les maternelles et les primaires, c'est la commune. Et c'est pour ça qu'il va falloir mobiliser
nos futurs élus au régional ou départemental. C'est tout à fait ça. Donc là, pour rester un tout petit peu sur la loi climat, il y a quand même la loi Egalim qui était partie sur la base d'une expérimentation de 2 ans qui est prévue d'être entérinée dans la loi. Donc ça veut dire que ça passera ad vitam aeternam si c'est bien voté par le Sénat. Et donc ça sera une option par semaine ? Une option par semaine, une option ou un menu par semaine dans les écoles. D'accord. Voilà. Pas énorme. Sachant que cette loi-là, donc la loi climat, elle n'est pas encore passée au Sénat. Donc elle n'est pas encore effective. Donc là, c'est le moment d'aller chercher vos sénateurs et vos sénatrices, de leur envoyer des mails, de les interpeller sur les réseaux sociaux, etc. pour que, alors dans le pire des cas, ils votent cette loi telle qu'elle, et pour que dans le meilleur des cas, ils incluent également les écoles dans l'option végétarienne quotidienne. C'est fin juin à peu près, c'est ça ça va être à partir de mi-juin, 14, on reprend. Là, ça vient de passer en commission des affaires économiques, si je ne me trompe pas, au Sénat. Et donc, du coup, ça arrive là tout prochainement, dans une dizaine de jours. Voilà. Et donc là, c'est vraiment le moment d'aller chercher les sénateurs et les sénatrices, de leur écrire. Si vous êtes concernés par la restauration collective, du coup, de leur envoyer votre témoignage, parce que ça compte énormément. En gros, on sait très bien que les associations se mobilisent, mais ça compte d'autant plus quand ça vient des citoyennes et des citoyens qui leur expliquent leur propre situation, en fait. Déjà, pour l'Assemblée nationale, vous aviez toute une campagne sur ça, avec un site. Ah oui, on avait développé un site parce que alors les sénatrices et sénateurs peuvent faire des amendements, etc. Mais c'était important que le premier texte en fait soit déjà assez complet, et du coup on a fait campagne. Donc côté L214, on avait développé des outils, mais il y avait aussi l'association végétarienne de France, Greenpeace, le RAC et bien d'autres en fait, la FCPE qui s'était mobilisée, et bon, voilà, on peut espérer qu'on a été entendu, même si, encore une fois, c'est pas super ambitieux, mais c'est mieux que rien. Mais je crois que dans cette convention citoyenne, c'était option végétarienne, et vous demandiez une option végétalienne. On demande systématiquement les deux, parce que autant ouvrir la voie à quelque chose de plus ambitieux, en tout cas de ne pas fermer la porte. C'est ce qui nous paraît vraiment important aujourd'hui. Après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, les options végétaliennes, c'est hors la loi. C'est-à-dire que pour l'instant, en fait, par rapport aux recommandations, aux textes de loi qui existent sur la restauration collective, tu es obligé d'avoir minimum un produit laitier par repas. Donc en fait, pour l'instant, c'est vraiment hors la loi d'avoir des menus véganes. Voilà. Et même, je vais plus loin, c'est-à-dire que dans l'arrêté et le décret de 2011 que tu cites là, la protéine du plat principal, obligatoirement, vient d'un produit d'origine animale. Donc vraiment, ils ont bloqué à ce niveau-là. C'est soit viande, soit poisson, soit œufs, soit produits laitiers. Donc on a vraiment ce décret et cet arrêté, on avait essayé de le dégager par une plainte auprès du Conseil d'État, si je ne me trompe pas, et ça avait été retoqué. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un blocage. Et du coup, le blocage, il est un peu contourné, justement, par le fait de dire, quand vous avez plusieurs options qui sont présentées dans une cantine, il y en a quelques-uns, voilà, vous en avez une qui respecte totalement le décret, l'arrêté, mais sur le reste, vous pouvez vous permettre de faire d'autres choses. Ok. C'est pour ça que du coup, tu as certains véganes antispécistes qui étaient assez déçus que ce soit que les menus végétariens qui aient été débattus. Mais au final, une stratégie, quoi. Pour l'instant, ça permet de mettre le pied dans la porte et de pousser progressivement vers ce qu'on voudrait voir arriver. Ouais, c'est sûr qu'on veut toujours plus, on veut un peu de perfection, mais il y a une réalité, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et donc, le directeur d'un établissement scolaire, s'il se mettait à proposer une option végétalienne, il pourrait être amendable ou quelque chose comme ça ? Pas sur une option, finalement. Okay. Pas sur une option. C'est si il ne propose que un menu vegan et que tu ne peux pas manger autre chose que vegan, là, tu encours effectivement un problème. Mais si tu as un menu qui correspond en tout point au décret et à l'arrêté et que tu proposes en option autre chose, à ce moment-là, a priori, c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'il y a la ville de Montpellier qui propose déjà des repas véganes. Alors, je ne sais plus si c'est 2 fois par mois ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas très, très régulier. Mais ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que le maire de Montpellier n'est pas du tout végane. Mais en fait, il a mis ça en place parce qu'il a dit qu'il était conscient que la société allait vers ça, vers le véganisme. Et donc, il voulait apprendre aux enfants à avoir déjà qu'est-ce que c'était qu'un repas vegan équilibré. Et parce qu'il trouvait que c'était le rôle de l'école d'apprendre ça aussi aux enfants. Super. On rappelle que le repas vegan, c'est le seul repas laïque qui convienne aux musulmans, aux juifs, aux bouddhistes, aux intolérants.
il faut voir pour le gluten. Mon cher confrère Herman, vous connaissiez Herman avec qui on faisait le journal, qui nous fait toute la technique, on le remercie énormément. Il y avait des commentaires, frérot ? Pour l'instant, non, en fait. Donc, bonsoir à vous. Et n'hésitez pas, dans le live, à poser toutes vos questions. Alors, ouais, je sais pas, recule-toi, fais un truc, mais là, on ne voit plus. Hein, on t'aime, hein, mais la caméra, elle t'aime pas. Bon, c'est pas grave. Donc, donc si vous avez des commentaires ou des questions, dans le live, on est là pour ça. Et puis, Herman, il sera là. On a Mathilde aussi avec nous. Donc n'hésitez pas à faire vos petites remarques, n'importe quel commentaire, n'importe quelle question. Yes, on te revoit Herman, te revoilà. Yeah. Le beau gosse. Bon, alors, à quelle chronique on passe? Qui se lance? J'ai aussi les régionales. Après, tu me dis, est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ou est-ce que tu veux des bonnes nouvelles avant? Non, vas-y, les régionales. Direct les régionales. Bah ouais, parce que donc, par rapport au départemental et au régional, on peut agir sur les collectivités et puis donc sur la restauration. C'est ça. Là, c'est en lien avec la restauration collective aussi, puisque comme j'expliquais, donc les régions sont en charge de la restauration collective des lycées et les départements de la restauration collective des collèges. Ok. Sachant que les associations se sont beaucoup concentrées sur les régions parce qu'elles ont encore plus de prérogatives que les départements. D'accord. Donc, du coup, là, il y a les élections régionales qui arrivent fin juin. Juste redis-moi, les régions, elles font les lycées et les collèges? Non, les régions, elles font les lycées. Les départements font les collèges. D'accord, ok. Voilà. Et donc, en plus d'avoir en charge la restauration collective des lycées, les régions sont aussi en charge de la politique alimentaire de la région. C'est-à-dire que, la PAC. Voilà, notamment, tu as les aides de la PAC, donc la politique agricole commune de l'Europe. On connaît tous. Ça, c'est la région qui choisit à qui elle va distribuer ces aides. Ok. Donc, dans une région exemplaire, on pourrait imaginer que ces aides seraient distribuées aux agriculteurs qui font du végétal, qui font des protéines végétales. Et du bio. Et du bio, et qu'il pourrait également y avoir des aides financières aux éleveurs qui souhaitent se reconvertir. Ça, ton conseil régional a la possibilité de faire ça. D'accord. Et il y a également la formation professionnelle qui est sous leur coupe. Donc la formation professionnelle, ça concerne notamment les lycées hôteliers et les lycées agricoles. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça permettrait de former les jeunes sur l'alimentation végétale dans tout ce qui est hôtellerie-restauration, sachant qu'il y a déjà une grosse demande de la part des jeunes là-dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Et sur les lycées agricoles, ça permettrait aussi de diriger les jeunes directement dans les filières végétales, parce que si on met en place des aides aux éleveurs qui veulent se reconvertir, c'est bien, mais si on peut éviter qu'il y ait de nouveaux éleveurs qui aillent s'installer, c'est encore mieux. D'accord. Et alors sur les régionales et les départementales, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour les animaux? Sur quoi ils ont du pouvoir Alors, il y a en effet donc, les compétences là qui ont été citées. Voilà, donc il y a plusieurs associations qui ont proposé des chartes. Donc, il y a aussi la compétence sur les subventions, parce que les régions, en fait, financent massivement des pratiques ruelles. On peut parler de la chasse, on peut parler des écoles taurines en région Occitanie. On peut parler également de la pêche de loisirs ou de l'élevage, certaines filières. Et donc, donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des engagements de tous les candidats et candidates au régional de ne plus verser de subventions sur des pratiques cruelles envers les animaux, puisqu'on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année par région. Hein. Donc, c'est énorme. Et puis ensuite, de montrer l'exemple. Donc, ça peut être en prenant des engagements forts publiquement. Donc, les vœux qu'on retrouve à l'échelle des villes peuvent être à l'échelle des régions. Donc, nous, on souhaite qu'il y ait des vœux, par exemple, pour l'interdiction de la pêche au vif, pour l'interdiction de la chasse à courre, toutes les pratiques là que vous pouvez voir dans notre charte. Et puis il y a également des façons d'impulser des transitions, de réorienter des politiques publiques. Donc ça peut être par exemple en organisant des journées. Donc par exemple des journées de la condition animale, des journées végétariennes, où on mettrait en avant par exemple des universitaires spécialistes de l'éthologie localement. Et le changement culturel, quoi. Voilà, le changement culturel, mais aussi très pratique, en mettant en avant des personnes régionales, des personnalités qui pourraient parler de la condition animale. Et puis également, nous, on a un axe très fort sur les animaux liminaires, où on souhaite que les régions impulsent un mouvement à travers toutes les villes de la région pour travailler sur des méthodes non létales envers les animaux liminaires, puisque les villes sont aussi partie prenante dans les régions. Super. On rappelle que la cause animale n'est pas une sous-cause de la cause de l'écologie, elle n'est pas une sous-cause de la cause humaine. Ce n'est pas parce que les humains iront très bien qu'après on devra s'occuper des animaux.
pour nous, c'est même la première des causes, parce que tant que les animaux seront maltraités, il n'y aura pas de révolution écologique, parce que l'homme se mettra au centre de la planète, et il n'y aura pas de révolution humaine, parce qu'on sera toujours dans cette logique de domination et de prédation. C'était ma petite aparté. Brigitte, quelle est votre charte? Qu'est-ce que vous demandez, vous, avec L214, sur les régionales et les départementales? On a aussi beaucoup de mesures, mais tu les as déjà très bien dites, et notamment, on se concentre sur la question des animaux qui sont élevés pour la consommation alimentaire, ce que tu as dit, Amandine, sur la question des subventions. C'est une des parties très très importantes. Sur la commande publique, comme pour les municipales en fait, comme là on va être sur la question des lycées, il y a la question de ne plus commander aucun produit d'élevage intensif, et puis il y a la question de porter des options, des alternatives végétariennes ou véganes au sein de la restauration scolaire. Et puis aussi on demande un élu à la condition animale, de façon justement à pouvoir propulser un petit peu plus fort. On le voit dans certaines villes aujourd'hui, je pense que les élus à la condition animale, ils boostent pas mal, ils ont un point d'attention, et en tout cas c'est un point d'entrée très intéressant pour pouvoir porter nos revendications par rapport à tout ça. Donc oui, pour les régionales, là, il y a fort à faire, et du coup, sur notre site, mais sur le site de Paris Animaux Zoopolis aussi, vous avez les personnes qui ont signé des engagements. Nous, il y a 25 mesures, et puis en fonction du nombre de mesures qui ont été cochées, on peut voir l'engagement plus ou moins important des personnalités politiques. Et c'est éclairant justement au moment des votes. Voilà la charte. C'est encore intéressant aujourd'hui de les contacter, puisque il nous reste quelques jours avant le vote, et ça vaut le coup de les pousser à se positionner sur cette question qui est majeure, qui est une question de société aujourd'hui. C'est par la pression qu'on aura du résultat. Et là, en plus, sachant qu'ils sont candidats et candidates, logiquement, ils sont relativement réceptifs aux demandes des gens, parce que c'est là qu'ils ont intérêt à écouter les gens. Donc c'est vrai que c'est vraiment le moment d'aller les chercher. Et après, je pense que c'est très important. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas forcément aller voir, chercher leur politique, parce que c'est un peu intimidant, parce qu'on ne se sent pas forcément légitime, etc. Mais je pense qu'il faut bien remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire que les politiques, au final, ce ne sont pas réellement nos dirigeants, ce sont nos employés. Donc, à un moment donné, il ne faut pas hésiter à aller les voir, à aller leur faire des demandes. Alors, aller les voir de façon digitale ou réelle. On peut demander des rencontres, ou on peut juste leur écrire par mail. Mais je pense que c'est très important, en tant que citoyenne et citoyen, de ne pas juste laisser les associations monter au créneau, mais de nous-mêmes aller faire des demandes. Ils sont censés nous représenter, oui. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on a, je pense que tu as la même chose sur Paris Animaux Zoopolis. On a justement facilité cet accès par région. Vous avez l'ensemble des candidates et des candidats, et vous pouvez contacter ceux qui ne sont pas engagés, et vous pouvez aussi féliciter ceux qui le sont. Moi, j'ajoute encore un truc, c'est regarder ce qu'ils ont fait dans le passé aussi. Ouais. Parce que le passé, quand même, il renseigne bien, parce qu'au moment de faire des promesses, là, il y a toujours beaucoup de monde. Donc, regardons aussi comment ils sont passés, parce que plusieurs sont députés, etc. Donc, on peut comparer. Et puis, ne pas s'arrêter au moment du vote, c'est-à-dire après, continuer de suivre, continuer de les solliciter, être là au moment d'étape important. Par exemple, sur les municipales, continuer d'aller voir votre mairie pour regarder qu'est-ce qu'ils ont mis en place, etc. et pousser les mesures que vous avez envie de voir se réaliser. C'est vraiment important. On rappelle le super site politique animaux. Le super site politique-animaux.fr, et là, effectivement, développé par L214, et dessus, vous avez tous les échelons politiques, des eurodéputés, jusqu'au municipal. On essaye en tout cas de suivre un petit peu l'actualité politique, justement de façon à pouvoir regarder ce qui a été fait, les promesses qui ont été faites, les promesses qui ont été tenues, celles qui n'ont pas été tenues. Et donc du coup, d'avoir un petit peu une vue sur toutes ces choses-là, ça paraît essentiel en fait. Et on fait un petit bisou à Samuel. Et à Samuel et à toute l'équipe, parce que ils travaillent aujourd'hui, en tout cas avec L214, on a une personne, Olivier, qui est dédié à l'échelon européen, et qui du coup a travaillé beaucoup sur l'amendement 171 dont tu as parlé tout à l'heure, Harry. On a Arthur qui est sur l'échelon national, et Erwin qui est sur l'échelon local, avec Samuel qui est
De tous les échelons. D'accord. Alors, on rappelle que pour voir vos chartes, c'est sur votre site zoopolis.fr. Ouais, zoopolis.fr. Et vous, c'est L214. Politique-animaux.fr avec une passerelle, oui, de L214.com. Ouais, juste, je voulais rebondir 2 points. Donc, surtout, n'hésitez pas à contacter les candidats sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et je dirais, si vous devez vous focaliser, c'est sur les présidents sortants de région, parce que ils ont des chances et souvent, ils ne sont pas du tout engagés. Et aussi, vous rappelez que vendredi, on organise un happening à Toulouse, donc qui devant l'hôtel de région donc de l'Occitanie, où on s'adresse en particulier à Carole Delga, qui est donc présidente sortante de la région Occitanie, qui ne s'est pas engagée, qui dans le passé a massivement subventionné la chasse, la pêche de loisirs et les écoles taurines. Donc on souhaite vraiment qu'elle s'engage, et donc c'est vendredi à 13h devant l'hôtel de région à Toulouse. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des événements dans vos villes, à nous les communiquer sur le journal de la cause animale. On essaiera d'en parler dans les prochains épisodes. Tac. Harry, est-ce que tu as encore un petit truc à dire? J'ai encore un petit truc. Si vous avez des commentaires, n'oubliez pas, Herman il est là, et n'oubliez pas de partager, on en a besoin pour qu'il y ait plein de gens qui regardent l'émission. Harry. Ouais, avec plaisir. On parlait en fait de restauration publique. Là, j'ai envie de vous dire quelque chose sur la restauration haut de gamme. En fait, c'est une première mondiale. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'avoir un restaurant 3 étoiles 100% vegan? Alors ça existe maintenant. C'est cette semaine en fait la réouverture du 11 Madison Park. Voilà, c'est le chef en fait qui s'appelle Daniel Hum. Qui va proposer en fait sa carte 100% vegan. Et c'est la première fois. Okay. En gros, le restaurant n'était pas vegan à la base, mais il le devient avec la réouverture grâce au Covid. Alors si vous voulez, c'est assez intéressant, vous allez sur 11madisonpark.com et vous avez en fait une lettre ouverte du chef qui explique pourquoi il choisit d'avoir ce menu 100% vegan. Et alors ça va revenir à combien un petit menu comme ça? Ah oui, alors très bien. En fait, le menu par personne, à peu près $335. Brigitte, tu m'invites? Quand on aime, on ne compte pas. Voilà. N'hésitez pas dans vos commentaires si vous êtes prêts à mettre autant. Mais combien? 335 $. Entrée plat dessert ou entrée plat dessert avec un petit peu de vin, je pense. Moi, je me couche. Je ne suis pas. C'est le prix par mois, c'est ça ou... Non mais enfin voilà, c'est quand même pas mal de voir que aujourd'hui, on peut aller chez Fora, dont on a parlé tout à l'heure, où là on est vraiment sur des prix tout à fait abordables et aussi dans la haute gastronomie. Donc en France, on a quand même Ona, du côté du bassin d'Arcachon, qui a eu première étoile Michelin exceptionnelle. Et du coup, ça fait plaisir de voir que ailleurs dans le monde, on a aussi du vegan à tous les échelons. Là aussi, comme en politique, à tous les échelons, ça progresse. C'est très bien. Super. Une petite deuxième. Une petite qui rêve d'avoir nos barres chocolatées préférées véganisées, puisqu'on est d'accord, tous et toutes, tout est véganisable. En fait, aux États-Unis, il y a 2 frères jumeaux qui vont sortir des versions véganes des barres chocolatées Tic Tac, Twix, Crunch, Hershey. Alors Hershey, c'était plutôt aux États-Unis, on les connaît pas trop. D'accord. Et voilà, donc c'est possible sur précommande. Et voilà, j'ai envie de dire aussi qu'il y a l'équivalence en France de la fameuse barre Kinder Bueno. Donc n'hésitez pas, en fait, vous allez vérifier dans Un Monde Vegan ou Mon Épicerie Paris, par exemple, sur leur site internet. Ils proposent ce genre de version. On remercie Un Monde Vegan qui ont fait toute une petite politique pour les influenceuses et les influenceurs. Et j'ai pu découvrir comme ça des bonbons vegan. Et ouais, moi je savais pas, personne me dit rien. Ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas mangé de bonbons vegan. Alors qu'on a Michel ici, Mimi Bonbon, qu'on remercie aussi, qui nous a permis de trouver ce lieu. Et on remercie aussi Rabat de Radio Armada qui nous permettent de faire ce journal de la cause animale. On rappelle que Radio Armada, c'est la radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Eh ben les animaux, c'est pas... C'est les premiers concernés, j'ai envie de dire. Pour rester dans le même thème, tu voulais parler de Holidays, je crois. Ouais. Donc voilà, qui sortent des sauces, je crois, de tzatziki et de pesto. Un pesto et une tzatziki qui va sortir ce mois-ci dans les Carrefour Market d'Île-de-France. Et donc, merci de me tendre la perche. Voilà. Regardez, on a des cadeaux pour nos invités. Holidays. Ouais, c'est cool, hein. Ah, mais c'était pour ça qu'on était venus, nous. Rien d'autre. Donc là, t'as un pesto. L'autre, ils sont en bas. Je te donnerai les autres. Un pesto et un tzatziki.
Et même l'équipe, vous en aurez. Et même Rabat, et même Mimi. Magnifique. Et même Frédérico. Non, merci Olidaire. Vraiment merci. Et puis ça fait tellement plaisir de voir toutes ces innovations dans le bon sens, quoi, en fait. C'est chouette. Ouais. Yes. Ça encourage. Voilà, regarde la caméra. Très, très petit placement de produit gratuit, on n'y gagne rien, mais ça fait plaisir. Non, bah peut-être quelques kilos là. Non, ça fait vraiment. Non, vraiment. Moi, je trouve que on a vraiment dans toutes les bonnes nouvelles que tu as données. Enfin, je trouve que les choses elles avancent. Ouais. T'en as une petite dernière, Harry, c'est bon? Peut-être après. Allez. Ouais. On enchaîne avec notre... Ouais, bah moi je vais redescendre un peu le niveau des bonnes nouvelles. Hein. Yes. Je vais vous parler du broyage des poussins et des canetons femelles. Il faut en parler. Yes. Donc chaque année en France, c'est 50 millions de poussins mâles qui sont broyés ou asphyxiés et 20 millions de canetons femelles. On explique pourquoi, parce que c'est pour les poules pondeuses et les poussins mâles n'étant pas des femelles ne pondent pas d'œufs. Et donc, n'étant pas non plus des races de poulets de chair, ils ne grossissent pas assez vite. Croissance rapide, c'est ça. Donc, effectivement, il y a une distinction entre... puisque les deux races sont génétiquement modifiées, mais pas pour la même raison. Voilà. Donc, une pour faire des œufs et une pour grossir en chair. Voilà, c'est ça. Donc, dans l'industrie des œufs, on n'utilise que les poussins femelles. Et à contrario, dans l'industrie du foie gras, on n'utilise que les poussins mâles parce que le foie des canetons femelles est trop petit. Donc, prendrait trop de temps à être gavé, engraissé, voilà. Ok. Donc voilà, ça c'est un constat. C'est super. Alors comment ils sont abattus? Ouais, explique-nous. Ouais. Alors actuellement, il y a 2 méthodes qui sont autorisées. Il y en a une mécanique, c'est le broyage. Donc je pense que vous avez tous vu des images de comment c'est fait. Et une autre méthode, c'est par gazage, par exposition au dioxyde de carbone. Voilà, donc alors comment on différencie les mâles des femelles? Donc pour l'instant, il y a un sexage qui s'appelle sexage manuel, c'est-à-dire qu'il y a des ouvriers qui sont payés à ça toute la journée. Donc au bout de... J'ai même une super petite vidéo pour toi que j'ai trouvée. T'avais pas prévu. Ah, tu l'as retrouvée? Ouais, je l'ai retrouvée. C'est un mec sur YouTube, donc qui n'a rien à voir avec nous. Il fait tous les métiers du monde. Et il est tombé sur le métier des sexeurs. Et il a dit, mais c'est quoi ce métier? Donc on va vous balancer une petite vidéo. Elle est là, elle arrive. Donc ça se... Donc en fait, le mec en poste, toutes les 4 secondes, décide qui va vivre, qui va mourir, avec un taux de précision de plus de 95%. Je comprends mieux pourquoi il y a des postes à pourvoir. Après, chacun se fera son idée du job. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces postes sont occupés par des personnes venues d'Asie, car ils ont un savoir-faire unique et sont quasiment les seuls dans ce domaine. Alors là, j'ai envie de vous dire que les études pour ce boulot n'existent pas. Ou peut-être en Asie, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous trouvez. Un seul moyen me paraît logique, apprendre en se formant avec un professionnel qui exerce ce métier. En gros, se former sur le tas. Voilà, donc super métier. Voilà. Donc c'est des personnes qui sont chargées de savoir quel est le mâle, quelle est la femelle. C'est ça, au bout de 3 jours. Okay. Donc au bout de 3 jours, maintenant on sait tous qu'un animal... Alors, il y a même une étude qui montre que dès l'embryon, à 14 jours, je crois avant, il peut ressentir la douleur. Le poussin, oui. Voilà, le poussin, donc on imagine au bout de 3 jours. En fait, c'est un peu comme nous quand on croyait que les nouveau-nés ne sentaient pas la douleur et qu'on faisait des opérations sur eux. Il y a une époque, hein. Voilà. Mais jusque dans les années 80, jusque dans les années 80, c'était le cas. Ah ouais. Ils étaient opérés à vif parce qu'on pensait que les pleurs, c'était juste un réflexe. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, il y a des nouvelles technologies quand même. Oui, quand même. Donc là, on va parler du sexage in novo. Donc, c'est-à-dire, on va essayer de déterminer le sexe dans l'œuf, le sexe de l'embryon. D'accord. Donc, il y a 2 méthodes. Il y en a une qui vient d'Allemagne. En fait, il s'agit de prélever une petite goutte dans l'œuf, dans l'embryon, une goutte de blanc d'œuf, et d'étudier les hormones. Ok. Et la deuxième méthode, c'est une méthode optique qui permet de détecter le sexe du poussin grâce à la couleur de ses plumes. Mais donc ça marche que entre guillemets pour les poules brunes, donc c'est 85% du cheptel français. Ok. Voilà, mais ces méthodes, elles ont un coût, donc un surcoût, que certains producteurs ne sont pas prêts à mettre en place, et surtout, il n'y a aucune obligation de les utiliser pour l'instant. Ça reviendrait à combien pour les consommateurs? Pour les consommateurs, ce serait de l'ordre de 0,3 à 1,5 centimes en plus par œuf. Ouais. Voilà, mais bon. Et alors, il y a une époque où Didier Guillaume, notre cher ministre de l'Agriculture, s'était engagé.
Alors, engagé, oui. Il avait annoncé quelque chose, en tout cas. Avec son homologue allemand. C'est ça, avec Julia Klöckner. Donc, c'était en octobre 2019. Ils avaient annoncé une possible interdiction de l'élimination des poussins mâles pour fin 2021. Ok. Donc, fin 2021. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, cette année, en janvier 2021, l'Allemagne a adopté un projet de loi pour interdire l'abattage des poussins mâles, qui serait effectif à partir de 2022. Mais côté France, depuis, il ne s'est absolument rien passé. Donc l'association Vegan Impact a lancé une tribune qui a été signée la semaine dernière, le 25 mai, par 21 députés, eurodéputés et sénateurs pour demander la mise en place d'une loi pour être raccord à ce qu'avait, à l'engagement d'il y a 2 ans en fait déjà. Ok. Voilà. Et donc je regardais les commentaires, il n'y a toujours pas de commentaires. Toujours pas de commentaires. Bon, c'est que tout est très clair. Oh ouais, ça se trouve, on est super clair. Ouais, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, c'est pas du tout à l'ordre du jour d'ici fin 2021, contrairement à ce qui avait été dit. Et même, ils sont en train de dire, oui, mais enfin, les industriels sont pas prêts, donc peut-être plutôt 2023. Ouais. Enfin, ils sont en train de repousser une fois de plus. C'est absolument pas des raisons... Enfin, ça va pas être une décision dans l'intérêt général, donc une décision politique. C'est si les industriels bougent, à ce moment-là, une fois que ce sera fait, on pourra peut-être interdire. Ouais. Et donc, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Justement, c'est pour ça qu'on a des élus, pour essayer de prendre des décisions dans le sens de l'intérêt général. Et en fait, non. À chaque fois, c'est après coup. Ça avait été la même chose sur... l'interdiction des élevages de poules pondeuses en cage. Ouais. En 2018, Emmanuel Macron, en tant que candidat, avait dit je ferai baisser d'ici 2022 à 50%, etc. C'est pas passé par la loi. C'est le travail des citoyennes, des citoyens, des ONG qui font que ça a avancé. Et ils ont essayé de la faire à l'envers pendant encore les états généraux de l'alimentation dont tu as parlé tout à l'heure, où ils ont fait voter un amendement avec l'accord des professionnels de l'œuf pour dire on interdit les nouvelles constructions. Ouais. Mais c'était, le ministre avait tweeté à l'époque avec le CNPO, qui est du coup les professionnels. Bon, après, il a retiré son tweet, on avait le temps de le capturer. Ouais. En fait, ce sont vraiment les industriels qui font les lois aujourd'hui, et donc il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, à quoi sert du coup, à quoi servent les élus? Oui, c'est pour ça que les choses avancent lentement. Hein. Ce sont jamais eux qui sont moteurs. Ouais. Et je voulais mettre en attention aussi sur le fait que même... On espère qu'un jour cette loi va passer. Mais en Allemagne, ce qu'ils commencent à faire, les producteurs qui ne veulent pas s'engager là-dessus, en fait, ils exportent leurs déchets dans des pays comme la Pologne, où là-bas, l'abattage est autorisé. Donc même avec des lois comme ça, en fait, il faudrait vraiment se blinder avec des lois quand tu dis leurs déchets, c'est-à-dire ils exportent leurs poussins vivants. Voilà, c'est ça. Ok. C'est dingue. Voilà, pour pas faire le sexage innovo et pour les faire détruire, entre guillemets, à l'étranger. Et peut-être souligner aussi, c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure tous les deux, c'est-à-dire que si aujourd'hui il y a du sexage qui est fait notamment dans l'industrie de l'œuf, c'est parce qu'il y a 2 souches qui ont été développées. Enfin, en fait, on met un petit pansement là sur une situation en fait qui a été générée par la course à la productivité. Et d'ailleurs, pour le foie gras, il n'y a rien. En fait, là, les lois dont on parle, ça concerne que les poussins pour l'industrie de l'œuf. On ne parle même pas des 20 millions de canetons femelles. Le foie gras, c'est... Là, on est en France et tout ça. Et effectivement, là où les innovations ont lieu, c'est en Allemagne. Enfin, c'est dans d'autres pays qui sont absolument pas producteurs de foie gras. Donc, pas du tout concernés aujourd'hui par cette question. Donc si on veut agir, bien sûr il y a L214, mais il y a aussi le Vegan Impact qui a toute une campagne là. Tout à fait. Ils ont sorti une super tribune dans le monde avec je sais plus combien de... Pour l'instant il y a 21 signataires. Voilà, des élus. Pardon. Oui. Donc, des sénatrices, des députés et tout ça. Oui, sénateurs. Et peut-être on accueillera Alexandra Blanc de Vegan Impact pour une prochaine, qui sait. Et voilà, super. Moi j'ai une question, si vous voulez bien, pour Brigitte et Amandine, parce que là, du coup, pour rester dans le thème politique, en janvier, il y avait eu une loi qui était passée à l'Assemblée nationale sur la maltraitance animale. Et d'après ce que j'ai suivi, je crois qu'on avait eu du mal, ou on a toujours du mal à faire passer la loi au Sénat. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a eu des avancées là-dessus? Est-ce qu'il y a une date qui est prévue pour l'étude au Sénat? Ouais. Alors c'est une proposition de loi qui avait été adoptée à l'Assemblée en effet, donc notamment qui visait l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques entre autres.
Et alors elle n'a toujours pas mise à l'ordre du jour du Sénat. Donc il faut savoir que le gouvernement peut la mettre à l'ordre du jour, également certains groupes, les groupes politiques du Sénat, mais à ce jour, elle n'est pas mise à l'ordre du jour. Donc c'est vraiment inquiétant. Elle était passée en janvier à l'Assemblée nationale. Voilà, en janvier, elle a été adoptée en première lecture, mais la navette parlementaire, c'est assez long, et il faut absolument qu'elle soit mise à l'ordre du jour du Sénat. Alors après, ça va revenir en commission mixte paritaire. Et si en commission mixte paritaire, ce qui est probable, il y a un désaccord entre les sénateurs et les députés, ça va refaire un tour. Donc on en a pour plusieurs mois. Donc c'est vraiment très inquiétant parce que là, on peut estimer que si elle n'est pas mise à l'ordre du jour en septembre, il n'y aura pas assez de temps avant les élections présidentielles. Donc donc on s'interroge à quoi joue le gouvernement en fait, parce que eux, ils ont complètement le champ libre pour l'agenda parlementaire au Sénat. Et donc ça veut dire que si jamais c'est pas étudié avant les élections présidentielles, elle pourrait très bien passer sous le tapis. Exactement. À l'heure qu'il est, ce n'est pas une loi, et donc c'est très inquiétant. On s'interroge sur le double langage du gouvernement. Nous, en parallèle, le ministère de l'écologie nous dit que ce soit adopté ou non, ils vont faire des arrêtés ministériels par rapport aux annonces de la ministre. Mais ce sont des arrêtés qui vont être fragiles, qui pourront être attaqués. Et surtout, pour nous, ces arrêtés vont être inférieurs à ce qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée, avec une interdiction partielle de certains animaux dans les cirques, ce qui ne va pas. Donc très certainement, on va appeler à mobilisation dans les semaines qui viennent, de façon à essayer d'avoir au moins la lecture au Sénat. Pour des lois abandonnées, par exemple la loi d'Olivier Falorni qui concernait la question des abattoirs, c'est comme ça qu'elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale et elle n'est jamais arrivée au Sénat. Donc elle n'est pas entrée en vigueur. Il y avait la question du contrôle vidéo dans les abattoirs, notamment dedans, et ça c'est toujours pas en place. Enfin, on a eu de même, pendant la loi alimentation, une espèce de petit truc pour les abattoirs volontaires à titre expérimental, une expérimentation qui aujourd'hui est en cours quand même dans 4 abattoirs sur 1000. Wow. Il faut reconnaître que tout de même, quelle avancée. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression que ça permet au gouvernement de se faire un coup de pub parce qu'ils disent regardez, on fait des choses. Exactement. Et derrière, en fait, il se passe rien. Ouais, alors ce qui est totalement faux, puisque la proposition de loi, comme son nom l'indique, a été mise à l'ordre du jour par le groupe parlementaire et pas du tout par le gouvernement. C'est-à-dire qu'on pourra dire dans quelques mois que le gouvernement n'a fait aucune loi sur la condition animale, sur aucun sujet en fait. Donc c'est catastrophique. Bon, on voit que ça patine toujours du point de vue politique malgré la pression. En politique nationale, je dirais. Nationale, tout à fait, c'est vrai. Bien de me recadrer. Ouais, je te recadre. Mais allez, donne-nous un petit truc positif sur le point de vue économique. Si Benzema revient en équipe de France, on lance un burger veggie. C'est une blague. Qui a dit ça? Burger King. Burger King, exactement, bravo. Bravo. Les blind tests. Exactement. On m'a dit, attention, prépare-toi, il y aura des questions super compliquées. Super compliquées, ouais. On va créer un jeu, prochaine émission, on va faire un jeu de la condition animale. Bravo Brigitte, en fait c'est Burger King. En France, ils sortent le burger veggie. Alors c'est un burger bien sûr végétarien, non pas vegan. Si vous voulez le véganiser, il faut retirer le fromage, la sauce et éventuellement le pain. Faudrait vérifier d'ailleurs la composition du pain. À cause de la glycérine. Éventuellement, je pense qu'il y a un autre composé, mais faudrait vérifier. Peut-être des œufs, ou du lait même. Ouais. Alors je vous parle de ça puisque y a quand même une avancée chez Burger King, c'est que à Cologne, donc c'est vraiment juste à côté de chez nous, à Cologne en Allemagne, il y a un Burger King 100% vegan. Voilà, c'est-à-dire c'est pas un burger. C'est le restaurant 100% vegan. D'accord. Voilà. Donc ça c'est mais il n'est pas de Burger King. C'est un Burger King. Si. Ah bon, c'est un Burger King comme 100% les Naturel vegan. Ah d'accord. Ouais, exactement. Donc ça c'est. Tu découvres ma chronique, Amadeus. On est là, hein. Eh bien. Ouais, donc c'est quand même une super avancée et j'ai envie de poser la question d'ailleurs, n'hésitez pas dans vos commentaires. S'il y avait un Mac vegan, est-ce que tout le monde se jetterait en tant que vegan Est-ce que tout le monde se jetterait pour goûter le Mac vegan? Parce que c'est vrai que McDonald's, Burger King, voilà, ces chaînes de restauration ont quand même apporté toute cette industrie, en fait, toute cette production à la chaîne. Et du coup, voilà, c'est intéressant de se dire que... on les cautionnerait pas, quoi. Voilà. Est-ce que ce serait pas du greenwashing? Est-ce que c'est vraiment une volonté? Du veggie washing, par exemple? Moi, j'ai ma réponse. Moi, je plonge en théorie, mais en pratique, j'y vais pas. En théorie, j'y vais parce que ces entreprises ne vont pas se suicider, elles vont pas arrêter de produire et elles vont pas devenir véganes du jour au lendemain. Donc, obligatoirement, il va y avoir un pas de transition. Après, moi, dans ma véganie, je suis un peu perfectionniste. Si la planche n'est pas 100% végane et qu'il a fait du steak juste avant, je peux pas. Mais ça, c'est moi.
Mais je pense qu'il faut les pousser, en tout cas, qu'il faut pousser et non pas être contre eux, contre Erta. Oui, je pense que c'est très important pour les personnes qui fréquentent déjà ces fast-food et qui maintenant vont avoir le choix. Et qui vont goûter par curiosité, qui vont découvrir des choses. Après, nous, là, à Paris, on a la chance d'avoir déjà plein de restaurants véganes. Donc, c'est bien aussi de les soutenir. Et des pâtisseries. Aussi, les pâtisseries aussi. Plein d'alternatives à Paris, on a vraiment de la chance et je pense que ça va arriver aussi en province. Donc voilà, mais je pense que c'est très important. Je rappelle que tu as eu la première pâtisserie végane à Paris, même la première boutique végane. Ouais, peut-être. Avant, sais pas. mais si. 2011, ça passe vite. 2011, Vegan Police. Rue Mouffetard, petite promo toujours non sponsorisée. En tout cas, on attend ces petites douceurs avec impatience, plus à la campagne. Ouais, c'est vrai. Non, mais moi, je trouve que c'est vraiment important ce que vous dites. En fait, nous, on n'est pas forcément les personnes qui sont déjà véganes, c'est pas... Et puis, c'est pas nous les moteurs non plus. Ça va être justement toutes ces consommatrices et consommateurs qui vont pouvoir finalement... Enfin, c'est un peu le pari, j'ai l'impression, de Burger King, de promettre un burger qui soit bluffant, y compris pour les personnes qui mangent de la viande. Et ils ont une campagne de pub, là. Enfin, voilà, moi, je me suis un peu déplacée. Il y a des panneaux de pub partout sur ce truc-là. Et ça participe. Et c'est des petits malins parce que ils ont dit si Benzema, etc. Mais en fait, ils avaient déjà tout préparé. C'est pas possible. Parce que tu fais pas ta recherche et développement en 2 semaines. Non, le business, tu le bacs pas du marketing. Il était déjà fait. C'est vrai qu'en parlant de la promotion, ils avaient mis des affiches en disant il n'y a que les qui ne changent pas, avec des petits. Oui, parce qu'il y a 2 ans, leur CEO, leur directeur, avait dit il n'y aura jamais. Tu voulais le dire? Ah non, je voulais dire le CEO de... En fait, c'est Alastair Murdoch, le CEO de UK. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. En fait, qui disait que dans les 10 ans qui suivent, il veut 50% de plant-based, c'est-à-dire de Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. C'était qu'il y a 2 ans, en arrière, il disait il n'y aura jamais de burger vegan chez nous. De burger végétarien ou vegan. Enfin, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont dit il n'y a que les qui ne changent pas d'avis, puisqu'ils switchaient par rapport à ça. Et ce que tu dis, ça va encore plus loin. Ouais, ça va encore plus loin. Alors, c'est lui CEO de UK, donc Royaume-Uni, qui a dit que dans les 10 prochaines années, il voudrait que Burger King propose à hauteur de 50% des plats à base de plantes, enfin non carnées. Faut dire, en France, on est vraiment à la ramasse par rapport à tout ça. S'il suffit de traverser la frontière pour voir que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus développé qu'en Angleterre et en France. Allemagne. Je crois que juste en Belgique. Angleterre, Belgique, Suisse, Allemagne. Italie, même l'Espagne est en train de passer largement devant nous. Je pense qu'on peut l'expliquer par une culture très traditionnaliste. Voilà, on aime bien nos traditions entre guillemets, parce que parfois il y a des traditions qui ne sont pas si lointaines que ça. Non, puis on a des industries qui freinent. On est un des premiers pays agricoles en matière d'élevage au niveau européen. Et donc, il y en a qui veulent garder leur bénéfice. Premier producteur d'œufs aussi en Europe. C'est ça. Ah oui. Les amis, c'est le moment du débat ou des infos sur la cause animale. Est-ce que vous avez des petites questions pour nos invités ou est-ce que vous avez des petites infos de dernière minute? Je sais pas. Une petite question, Marie-James? Petite question, vraiment un peu hors sujet comme ça pour Brigitte. Ah là là, j'ai peur. Non, faut pas. Il y a certains militants, on va dire, qui considèrent un peu trop L214 comme une association welfariste. Bon voilà, que répond L214 à ce message? Nous, en fait, on est pragmatique, c'est-à-dire que très clairement, L214 revendique la fin de l'utilisation des animaux, considère qu'on ne devrait pas les considérer comme des ressources et comme plutôt comme des cohabitants de notre planète. Et malheureusement, le monde tel qu'il est va pas basculer en une journée. Et donc, toute la souffrance qu'on peut faire reculer aujourd'hui, ce serait presque criminel de ne pas chercher à le faire. Donc effectivement, on a 3 pans d'action au sein de L214. Donc d'abord, la question de l'ouverture des consciences, de faire prendre conscience de ce que vivent les animaux en fait. Informer le public. Voilà, information, etc. avec les enquêtes. On a fait reculer les pratiques les pires et les plus massives. Et donc c'est les campagnes qu'on va avoir pour essayer d'arrêter que les poules soient élevées en cage de batterie, que les entreprises s'engagent à arrêter les pires conditions d'élevage et d'abattage des poulets. En ce moment, on a une campagne notamment sur LDC, qui fait Le Gaulois, Marie, etc. Et puis le 3e pan, c'est vraiment promouvoir, encourager l'alimentation végane.
Et L214, oui, c'est tout ça. Donc après, les gens, s'ils ont envie de classer tout ça, s'ils ont du temps à perdre sur le classement, sachant que le but de toute façon, on connaît. L'idéal, ce qu'on voudrait, c'est. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que souvent on est attaqué dans les débats en disant oui, mais vous, ce que vous voulez, c'est la fin de l'élevage. Oui, si on considère les animaux comme des êtres doués de sensibilité et le fait que on n'est pas dans une situation de survie, etc. Oui, c'est juste la position logique. Et puis il y a rien qui interdit aussi de monter sa propre asso et puis de faire son propre chemin avec ses convictions et sa façon de militer, quoi. Il y a Resturner, le rappeur Resturner, une fois qui m'avait dit on oublie beaucoup que L214, ils n'ont pas bloqué un abattoir, ils ont fait fermer des abattoirs pendant plusieurs mois. Oui. Par exemple, l'abattoir du Bois Chaud, il a fermé plus de 9 mois avec une reprise partielle derrière. Oui, effectivement, c'est des blocages massifs. Souvent, en plus, je sais qu'on voudrait que les choses avancent, mais on voudrait qu'elles avancent pour nous-mêmes, un peu par perfectionnisme ou parce qu'on voudrait que le monde devienne comme nous on est. Or, ce qu'il faut, c'est que ça avance pour les concernés, et là, on peut pas aller plus vite que la musique. C'est ça, faut faire par étapes. Mais c'est sûr que si quelqu'un trouvait la recette magique pour faire avancer en une nuit, il n'y a aucun problème avec ça. Aujourd'hui, je crois qu'on est tous et toutes confrontés à un monde qui a une inertie folle, quoi. Mais ça évolue très vite, quand même. Ça évolue très vite. C'est sûr que si on regarde il y a 10 ans en arrière, là on se rend compte du chemin parcouru. Mais c'est vrai que ça demande un coup d'œil dans le rétro. C'est ça. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression qu'en fait il faut garder en tête qu'on se bat pas pour aujourd'hui ou pour demain. En fait, on se bat pour dans 20 ans, dans 50 ans, dans 200 ans, parce que c'est maintenant que ça se joue, en fait. J'ai une phrase un peu dure que je dis souvent. Pour moi, tous les animaux d'aujourd'hui sont déjà morts. Je pense à ceux dans 20 ans. Il n'y a que j'ai en tête tous ceux qui sont là actuellement en vie, dans les cirques, dans les élevages. Quand on m'envoie une cagnotte, machin, pour moi, ils sont déjà morts, quoi. Mais nous aussi. C'est effectivement, ça va se passer malheureusement pas en une seule génération. C'est un travail de longue haleine. Bon, si ça se passe en une génération, on râlera pas. Mais faut être un peu réaliste et justement avoir beaucoup de pragmatisme en obtenant des avancées pas à pas, en défendant les idées avec sincérité, toujours bienveillance. Moi j'ai mangé de la viande jusqu'à mes 20 ans. Je pense que si je m'étais adressée à moi-même avant cette date-là, je suis pas sûre que je me serais bien accueillie. Spéciste, je t'aime et je te comprends, mais je te combattrai. Je te convaincrai. Ouais. C'est mieux. Bon, après cette petite séquence émotion, est-ce que vous avez d'autres petites questions, un petit truc, je sais pas. Alors, question, moi j'en ai déjà posé, mais dans les petites infos, comme tu disais, il y a 2 petites infos assez hallucinantes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y en a qui ont inventé des masques pour les vaches, parce que les vaches, quand elles rotent, elles émettent du méthane. Et donc, en fait, ils ont inventé des masques pour l'environnement, du coup, pour aider l'environnement, pour que les vaches ne rejettent pas de méthane en rotant. Et il y a un Solent de Veggie qui a fait un petit truc, un petit trait humoristique dessus, qui a marqué tout plutôt que de manger des lentilles. J'ai trouvé ça très bien trouvé. On rappelle que les vaches sont les productrices de méthane et donc d'équivalent CO2 les plus impactantes sur l'environnement. Et donc, il y en a qui cherchent des alternatives. Même, il y en a pour les paix aussi. Ils ont fait un sac à dos, je crois. J'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Dommage, on n'a pas la photo. Mais j'ai vu un sac à dos que portent les vaches justement pour récupérer le méthane de leur paix. C'est un sac à dos Arsaio. Je n'osais pas la faire, mais... Non. Ah, mais recherche et développement, mon ami. Pour l'écologie. Bien sûr. Ouais. Donc, tu m'as perturbé. Donc, c'est des sacs à dos, mais c'est horrible, c'est monstrueux. Ils ont des sortes de sacs à dos en forme de tonneau comme ça, et ça récupère le gaz. Pour ceux qui ne savent pas, Harry a une marque de sac à dos qui s'appelle Arsaio. C'est la promo, mais gratuite. Ah oui, qui a été primé au concours Lépine. Arrêtez. Génial de fermeture. Arrêtez. C'est ça. Non, j'avais bien vu passer. Astrid est fondatrice d'une marque aussi de chaussures. Chaussures vegan pour enfants, parce que ça n'existait pas encore en France et il fallait que ça existe. Donc voilà, maintenant ça existe. Bravo. Upswing World sur Instagram. Donc on a des militants et entrepreneurs ici. C'est la même mais table. Oui. C'est ça. Mais non, mais oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'innovation, c'est-à-dire qu'on cherche par tous les moyens
Oui, dans tous les domaines, les alternatives se développent et grâce justement à des personnes qui se lancent. Si je peux aussi un petit peu modérer ce que vous dites, j'entends, parce que c'est vrai qu'on se lance, on fait des choses. Je pense qu'on peut se lancer à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'associatif, on peut faire du business. Nous, on s'est sentis à l'aise, je pense, pour du business. D'autres personnes même qui ne font ni business ni associatif, juste dans la façon de consommer. En fait, on vote, on dit souvent que quand on mange... banque est un bulletin de vote. Exactement. Et quand on mange, on vote plusieurs fois par jour. Et ça aussi, c'est un pouvoir que on a tous et toutes dans la consocratie. La consocratie, voilà. Ton billet de banque est un bulletin de vote. C'est pour ça que Burger King propose un burger végétarien. Et le monde se développe tel que tu consommes. Donc je pense vraiment... consommateur. Mais je pense vraiment c'est ça. Toutes celles et ceux qui nous écoutent, on a tous le pouvoir, on est ensemble à discuter. Enfin, on n'est pas là en haut à faire des choses qui sont difficiles à faire. Tout le monde peut faire quelque chose, vraiment. Et moi, je suis persuadée que la cause animale ne peut avancer que par l'humain, en fait. Donc, c'est pour ça que je trouve ça très important. Enfin, ça a été ma motivation pour me lancer dans le business, etc. Parce que je trouve que voilà, c'est vraiment en apportant des solutions aux gens, comme disait Brigitte, et en leur montrant que c'est possible, que voilà, qu'on fera avancer les choses. Même s'il y a certains humains à qui on n'a vraiment pas envie de parler et avec qui on n'a vraiment pas envie de discuter. Mais en fait, c'est vraiment en poussant petit à petit les choses que ça avancera. Les amis, petite dernière question, non? C'est bon? Moi, j'ai une petite question peut-être pour toi, Amandine. C'est par rapport aux zoos, je suis encore dans ma ménagerie là. Par rapport aux avancées qu'on a eues avec les cirques, avec la campagne, etc., il y a quand même une belle victoire par rapport à l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. À ton avis, ça prendra combien de temps? Allez, on est optimiste pour la fermeture de la ménagerie. Moi, je suis très optimiste, mais en fait, ça va dépendre de la mobilisation. En fait, c'est aussi simple que ça. Moi, je suis certaine que la ménagerie va fermer à moyen terme. Après, ça va dépendre de comment on se mobilise. On essaye aussi de mobiliser la mairie de Paris, parce que la mairie de Paris n'a pas de compétences directes, mais c'est quand même au cœur de sa ville, donc elle peut se positionner fortement. Ça a été débattu au Conseil de Paris grâce à Daniel Simonet. Et donc, pour le moment, le vœu n'a pas été accepté, mais on souhaite que la ville de Paris aussi demande la fermeture. Donc, en fait, ça va dépendre de plein de paramètres, mais combien on va être à se mobiliser tous les week-ends pour informer les personnes qui vont au Jardin des Plantes. Est-ce que des élus vont se mobiliser? Est-ce que des scientifiques vont se mobiliser? Là, on travaille aussi à la sortie d'une tribune qui va être signée que par des scientifiques sur la ménagerie. Donc voilà, mais je pense que c'est vraiment l'un des maillons faibles de l'industrie de la captivité animale et que si on arrive à le faire tomber, ça pourrait accélérer. Je tiens aussi à féliciter les autres associations qui se mobilisent sur des zoos municipaux, donc notamment à Strasbourg, à Besançon, avec Humanimo, pardon. Et donc les zoos municipaux aussi, qui sont la compétence des villes, peuvent aussi avancer de manière très forte. Il y a Strasbourg avec 269. Voilà, exactement. Donc c'est bien aussi d'être partout localement. Je pense que localement, ça a un poids très très important. Super. Des petites dernières petites choses à dire, ça va? Tout est OK pour vous? Moi, je veux juste parler rapidement de la pêche au vif. Allez, qui est une de nos campagnes importantes. Voilà, donc, en fait, on parle très souvent de la chasse en ce moment, et c'est super bien, grâce au travail de beaucoup d'associations. Et on oublie de parler de la pêche de loisir, qui est aussi un loisir qui consiste à piéger des animaux, à les extraire de leur milieu, à les manipuler, à les tuer ou à les relâcher. Mais c'est vraiment important d'affirmer que blesser les animaux ne devrait pas être un loisir, et que même si les poissons n'ont pas de corde vocale, pourtant ils souffrent. Et donc la pêche au vif, ça consiste à utiliser un poisson vivant comme appât. Donc on lui transperce le dos ou la bouche, il est toujours vivant, donc c'est vraiment de la torture. Et ça, c'est une pratique qui, aujourd'hui, est légale en France, alors qu'elle est interdite dans de nombreux pays. Et donc, on se mobilise pour la faire interdire. Ça serait une première étape pour prendre en considération les intérêts des poissons. Donc, il y a déjà la métropole de Grenoble qui s'est engagée fortement là-dessus. Il y a aussi le Conseil de Paris. Et donc, on appelle toutes les villes à se positionner à travers des vœux là-dessus, mais également les régions. Donc, n'hésitez pas à écrire à vos élus pour leur demander l'interdiction de cette pratique cruelle. C'est vraiment important. Merci. Il n'y avait pas eu des infos aussi par rapport à ça sur Montpellier, non? Oui, alors Montpellier, l'adjoint à la condition animale, donc Edine Aritsegui du Parti animaliste, avait annoncé qu'il déposerait un vœu. Il y a eu une grosse levée de boucliers de certains élus des communes avoisinantes, ce qui a un peu calmé les choses, mais on est confiante que ça reviendra et que ça sera adopté. Ok, super. Bon, merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. C'était le JT du Journal de la Cause Animale. N'hésitez pas à nous faire des retours, à nous envoyer vos événements partout en France. On essaiera de diffuser un peu les événements aux prochains épisodes. On vous retrouve dans un mois. Ça sera tous les premiers
dimanche du mois à 19h jusqu'à peu près 20h, 20h30, on verra. Et voilà, on vous remercie. Merci pour cette première. On a eu l'honneur d'avoir Brigitte Gauthier et Amandine Saint-Vicens. Donc, merci. L'honneur était pour nous. Ouais, merci pour l'invitation. Bravo à toute l'équipe. Merci. Merci Allez, à vous tous. Bis. Ciao, merci. Ciao. Merci Armada. Salut, merci Armada, bien sûr. Bienvenue chez nous sur Radio Armada.